Bonjour les amis. Pendant une sortie vélo, est-ce que la pression des pneus peut varier? Dans quelles circonstances? Et dans quelle proportion? Au point de faire éclater le pneu? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, avec une étude théorique basée sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente avec la pression d'un gaz. Mais pourquoi s'intéresser à la pression des pneus? Eh bien pour un rider confirmé, le vélo c'est un peu le prolongement de son corps. Il ressent le terrain par les pneus, par les deux points de contact avec le sol. Et ce qui fait le comportement d'un pneu, son confort, son grip, sa tenue en virage, c'est sa pression relative. Alors la pression relative, qu'est-ce que c'est? Si on regarde ce qui se passe sur un pneu, il y a l'air enfermé à l'intérieur qui exerce une pression interne et l'air à l'extérieur, l'air ambiant, qui exerce une pression externe. La pression relative est la différence entre ces deux pressions. C'est donc la différence entre la pression absolue à l'intérieur du pneu et la pression atmosphérique. C'est ce que mesurent directement les manomètres, la pression relative. C'est l'air enfermé à l'intérieur du pneu qui crée la pression interne. Et cette pression répond à la loi des gaz parfaits, P fois V égale nRT, et donc la pression P égale nR sur V fois T. On a donc une pression qui va dépendre de la température de l'air à l'intérieur du pneu. C'est un premier paramètre qui peut varier en cours de sortie et qui peut faire évoluer la pression relative. La pression atmosphérique dépend de la température et de la densité volumique des molécules. Plus on monte en altitude, plus les molécules sont dispersées, et donc plus la pression est faible. Et la température est également plus basse, donc la pression encore plus faible. Cette relation entre pression atmosphérique et altitude a été modélisée depuis longtemps pour aboutir à l'altimètre, un appareil qui mesure la pression atmosphérique pour en déduire l'altitude. Un modèle mathématique couramment utilisé est celui-ci. P égale 1013, facteur de 1 moins Z divisé par 44 330, puissance 5,255, avec Z l'altitude en mètres et P la pression en hectopascal. C'est une formule très précise mais compliquée. Nous, pour calculer la pression des pneus, on ne prétend pas être plus précis qu'un manomètre, donc on va chercher une formule plus simple, précise au centième de barre près, c'est largement suffisant. On voit sur le graphique que la courbe P de Z est relativement plate. On va donc l'approximer par une droite d'équation P égale P0 moins A fois Z. Alors, sur un domaine de 0 à 6000 mètres d'altitude, on a des écarts importants entre la droite et la courbe, aux basses altitudes notamment, alors que, à part Alexis Rigetti et ses potes, il n'y a pas grand monde qui raille au-dessus de 4000 mètres. Donc, en se limitant aux altitudes en dessous de 3800 mètres, on voit que la droite est beaucoup plus proche, elle ne s'écarte jamais de plus de 0,01 bar de la courbe, et en plus on a un coefficient qui est simple, c'est 0,1. Ce coefficient rend le calcul mental facile, donc je pense utiliser ce modèle simplifié de la pression atmosphérique. Pour 1 mètre d'élévation, la pression diminue de 0,1 hectopascal, et donc pour 1000 mètres de plus haut, la pression atmosphérique diminue de 100 hectopascal, soit 0,1 bar. Conclusion, à chaque kilomètre d'élévation, la pression atmosphérique diminue de 100 hectopascal, soit 0,1 bar, et donc la pression relative des pneus augmente de 0,1 bar. Par exemple, je gonfle mes gros pneus tubeless de VTT à 1,2 bar à Nice, puis je monte mon VTT à Isola à 2000 mètres. Eh bien la pression des pneus sera de 1,4 bar. On voit par là que ces variations de pression ne sont pas négligeables si on est à basse pression et qu'on change beaucoup d'altitude. Revenons maintenant sur la pression interne. On a vu qu'elle s'exprime P égale N fois R sur V fois T, avec V le volume interne du pneu, c'est constant, R la constante des gaz parfaits, donc R sur V est constant, et N la quantité d'air dans le pneu. Donc en absence de fuite, N est aussi constant. Donc tout cela aboutit au fait que la pression est proportionnelle à la température T, qui est la température absolue en Kelvin de l'air dans le pneu. Cette température peut évoluer selon les conditions. Je rappelle que la température en Kelvin se calcule en prenant la température en degrés Celsius, à laquelle on ajoute 273. Alors pour simplifier les calculs, on peut considérer que l'air dans le pneu a une température aux alentours de 30 degrés Celsius, ce qui va faire aux alentours de 300 Kelvin,
Et donc si on a une variation de 3 degrés Celsius, ça fait 3 sur 300, ça fait 1% de variation de température, ce qui fera donc, puisque c'est proportionnel, 1% de variation de pression, de la pression interne du pneu. Alors voilà comment faire le calcul de façon pas trop compliquée. On part de la pression relative, celle qui est donnée au manomètre, puis on calcule la pression interne de départ en ajoutant à cette pression relative la pression atmosphérique de départ. On peut prendre 1 bar pour simplifier. Ensuite, on va calculer la pression interne obtenue avec la variation de température en prenant l'ancienne pression interne à laquelle on ajoute la variation de pression interne qui est la variation de température divisée par 300 fois la pression interne. Puis on revient à la pression relative, la nouvelle pression relative du pneu, en enlevant à cette nouvelle pression interne la pression atmosphérique de départ, c'est-à-dire toujours 1 bar, et en ajoutant 0,1 fois la variation d'altitude en kilomètres, puisqu'on a vu qu'à chaque fois qu'on monte de 1 km, la pression atmosphérique baisse de 0,1 bar, et donc ça fait augmenter la pression relative de 0,1 bar. Donc pour calculer ma pression actuelle, j'ai besoin de connaître la pression de départ, la variation d'altitude et la variation de la température dans les pneus. Alors ça c'est plus compliqué puisqu'on n'a pas de thermomètre à l'intérieur des pneus. Compliqué, mais pour un physicien c'est pas impossible. On va faire des mesures, une modélisation, et on va aboutir à une simulation qui va nous donner la pression, qui va nous donner la température à l'intérieur du pneu. Commençons par le cas le plus simple. Si on roule toujours à l'ombre ou par temps nuageux, la température dans le pneu sera la même que la température ambiante. Et donc l'écart de température sera l'écart de température ambiante. Par exemple, je gonfle mes pneus à 7 bars dans mon chalet bien chauffé à 2000 mètres d'altitude avec de l'air à 25 degrés Celsius. Puis je descends au fond de la vallée à 300 mètres d'altitude avec une température de 5 degrés Celsius. On a donc la pression interne égale à 7 bars plus 1 égale 8 bars. Arrivé dehors à 5 degrés Celsius, j'ai une baisse de température de 20 sur 300 et donc une baisse de pression interne de 8 fois 20 sur 300 égale 0,53 bars, soit une pression interne de 8 moins 0,53 égale 7,47 bars. Quand je serai arrivé à 300 mètres d'altitude, soit 1,7 km plus bas, ma pression relative ne sera plus que de 7,47 moins 1 moins 0,17, soit environ 6,3 bars. Maintenant, autre cas, le pneu est au soleil. Wow. Quelle peut être la température à l'intérieur du pneu? On va le savoir par une mesure. Alors voilà ce que j'ai fabriqué. Donc j'ai pris une section de pneus et de jantes. Donc j'ai plaqué le pneu contre la jante avec une chambre à air. J'ai obturé avec du scotch les trous des rayons et puis les deux extrémités avec du papier. Et à une des extrémités, j'ai placé la sonde d'un thermomètre. Donc un thermomètre pour prendre la température du poulet pendant la cuisson. La sonde du thermomètre est au milieu du pneu, donc elle donne bien la température de l'air à l'intérieur du pneu. Et donc voilà, là par exemple, je suis déjà à 61 degrés Celsius en plein soleil. Donc on peut retenir que l'exposition prolongée au soleil peut amener l'air à l'intérieur du pneu à une température 30 à 33 degrés supérieure à la température ambiante. Si je gonfle mes pneus à leur pression maximale de 7 bars par exemple, au petit matin, à une température de 15 degrés Celsius au niveau de la mer, puis que je monte en altitude à 2000 mètres, sous le soleil avec une température à midi de 27 degrés Celsius. La température de mes pneus peut atteindre, on l'a vu, 27 plus 33 égale 60 degrés Celsius, soit une différence de température de 60 moins 15 égale 45 degrés Celsius par rapport au début. Faisons le calcul. On a alors une pression interne au départ de 7 plus 1 égale 8 bars, une pression interne au soleil de 8 plus 15%, soit 8 plus 1,2 égale 9,2 bars, et une pression relative à 2000 mètres de 9,2 moins 1 plus 0,2 puisqu'on est monté de 2000 mètres, soit 8,4 bars. Notre pression est passée de 7 bars à 8,4 bars. Cependant, les constructeurs testent leurs pneus pour qu'ils résistent à une pression 50% plus élevée que la pression maximale, alors que dans notre exemple, nous sommes à plus 20%. Mais il est possible d'atteindre des températures encore plus élevées. C'est le cas lors du freinage sur jante.
Le freinage a pour but de retirer de l'énergie mécanique au vélo. Soit de l'énergie cinétique si on ralentit sur le plat, soit de l'énergie potentielle de pesanteur si on maintient sa vitesse dans une descente, soit un mélange des deux quand on ralentit dans une descente. Cette énergie mécanique est convertie par les frottements des patins sur la jante en chaleur. La jante reçoit de la chaleur, qui est une forme d'énergie, et sa température augmente. Dans une très longue descente avec un freinage constant, elle augmenterait continuellement s'il n'y avait pas d'échange avec l'air extérieur. Mais dès que la jante est plus chaude que l'air, il y a un transfert de chaleur du chaud vers le froid. On parle de flux de chaleur. Et ce flux est d'autant plus fort que la différence de température est grande. Donc, dans une longue descente freinée, la jante reçoit une puissance constante du freinage, ce qui fait augmenter sa température, ce qui augmente la différence de température avec l'air ambiant, ce qui induit qu'elle perd une puissance de plus en plus grande par échange thermique avec l'air. Tant que la puissance reçue est supérieure à la puissance perdue, le flux, il y a augmentation de température, et donc le flux augmente, puisque la différence de température avec l'extérieur augmente. Il arrive forcément un moment où le flux atteint la même valeur que la puissance absorbée, et alors la température se stabilise à sa valeur maximale. Alors cela amène à se poser plusieurs questions. Quelle sera la température maximale atteinte? Au bout de combien de temps on va l'atteindre? Ou encore, au bout de combien de temps on atteindra une température critique? Et pour répondre à ces questions, on a besoin de connaître la puissance absorbée et d'autre part, deux caractéristiques de la jante et du pneu que sont la capacité thermique et la conductance thermique. Je vais vous expliquer tout ça. La capacité thermique, c'est un peu une sorte d'inertie en température. Ça représente l'énergie nécessaire pour augmenter la température de la roue de 1 degré Celsius. Plus la capacité est grande, plus l'évolution de la température est lente. On la note C. Elle s'exprime en joules par Kelvin. La conductance thermique, c'est l'aptitude du pneu à conduire la chaleur. Ce paramètre est établi sur l'hypothèse que le flux est proportionnel à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. On peut alors l'écrire phi égale K, facteur de température intérieure moins température extérieure, avec K, la conductance thermique. Cette relation est appelée loi de Newton. Comme on l'a expliqué précédemment, la température de la roue se stabilise à sa valeur maximale lorsque le flux sortant devient égal à la puissance entrante. Donc, quand phi égale K facteur de T1 moins Tx égale P. On a donc T1 moins Tx égale P sur K. Ou encore, température intérieure égale température extérieure plus P sur K. La température dans le pneu atteint une valeur finale P sur K plus la température ambiante. Il faut donc avoir une idée de la valeur de la puissance P et de la conductance K pour estimer la température dans le pneu. La puissance dépend du freinage. On va voir plus tard comment la calculer. Et la conductance thermique est une caractéristique de la jante et du pneu. Et celle-là, on va la calculer à partir de mesures obtenues lors du refroidissement de ma jante, mon morceau de jante et de pneu qui était au soleil tout à l'heure. En quoi cela consiste? Eh bien, je vais laisser ma roue refroidir à l'ombre et je vais noter les temps à chaque perte de 2 degrés Celsius au début, puis à chaque perte de 1 degré Celsius sur la fin. Je déclenche mon chronomètre et note chaque temps et chaque température. Puis je rentre ces valeurs dans Régressi. J'obtiens cette courbe qui ressemble à une exponentielle. Je modélise donc par une fonction exponentielle de la forme t égale tf plus delta t fois exponentielle de moins t sur tau, avec t la variable temps. On voit que la fonction est très proche de chaque point, c'est vraiment concluant. Cela confirme le mécanisme d'évolution de température décrit par la physique, et notamment la loi de Newton, phi égale k facteur de T1 moins Tx. Dans cette fonction, Tf est la température finale, qui est la température ambiante dans le cas du refroidissement. dt est la variation de température, qui ne dépend que des températures initiales et ambiantes. Ce n'est donc pas une caractéristique de la roue. Alors que tau est une constante caractéristique de la roue. C'est une durée qui dépend de la capacité thermique C et de la conductance K.
on a taux égale C sur K. Donc comme ça, on n'a pour l'instant ni C ni K, mais seulement leur rapport. Mais on peut trouver la valeur de la capacité C en connaissant les matériaux et leur masse. En effet, on peut trouver facilement sur Internet que la capacité thermique massique de l'aluminium, qui compose la jante, vaut 921 joules par Kelvin par kilogramme. Ce qui veut dire que la jante en alu de 475 grammes a une capacité thermique de 921 fois 0,475 kg, ce qui donne 437 joules par Kelvin. De même, le caoutchouc qui compose majoritairement le pneu et la chambre à air a une capacité thermique massique de 1966 joules par Kelvin par kilogramme. Donc pour ce pneu de 650 grammes et sa chambre de 150 grammes, soit 800 grammes au total, la capacité thermique vaut 1966 fois 0,8 kg égale 1573 joules par Kelvin. On a donc une capacité thermique totale de l'ensemble jante plus pneu plus chambre de 2010 joules par Kelvin. À partir de là, on peut utiliser la constante taux déterminée lors de la modélisation pour calculer la constante K. On a taux égale C sur K, donc K égale C sur taux. Ce qui donne, pour taux qui valait 557 secondes, K égale 2010 divisé par 557 égale 3,6 watts par Kelvin. Alors j'ai fait un rapide calcul à partir de la mesure de température au soleil pour le ΔT mesuré de 30 degrés Celsius avec K égale 3,6 watts par Kelvin. Cela donne une puissance reçue du soleil, P égale ΔT fois K égale 30 fois 3,6, ce qui donne 108 watts. Sachant que le pneu et la jante offrent une surface au soleil d'environ 0,1 m², cela correspond à une puissance surfacique d'ensoleillement d'environ 1080 watts par mètre carré, ce qui colle très bien avec la valeur communément admise de 1 kW par mètre carré. Donc on valide pour une jante et un pneu de base, on a une conductance K de 3,6 watts par Kelvin et une constante de temps taux d'environ 560 secondes. Alors on va pouvoir calculer la température en fonction du temps. Pour cela, il faut estimer la puissance. Et donc le cas pertinent, c'est une puissance qui dure longtemps. Donc ça sera le cas lors d'une longue descente où l'on maintient sa vitesse constante à cause du freinage, grâce au freinage. À vitesse constante, l'énergie cinétique est constante et l'énergie potentielle de pesanteur diminue lors de la descente. L'énergie potentielle de pesanteur s'écrit EPP égale mgz, avec m la masse en kilogrammes, g l'intensité de pesanteur qui vaut 9,8 Newton par kilogramme, et z l'altitude en mètres. La puissance est la dérivée de l'énergie, et la dérivée de l'altitude est la vitesse verticale. Donc la puissance absorbée par le freinage s'écrit Pabs égale m fois g fois vz, avec vz la vitesse verticale de descente. Dans une pente très raide descendue à faible vitesse, si on ne freine que de l'avant, cette puissance sera presque intégralement absorbée par la roue avant. Par exemple, mon vélo et moi pèsent 80 kg, je descends une pente de 15% en freinant à une vitesse constante de 6 mètres par seconde. La vitesse verticale est donc 15% de 6 mètres par seconde, soit 6 fois 0,15 égale 0,9 mètres par seconde. La puissance absorbée vaut alors Pabs égale 80 fois 9,8 fois 0,9 égale 705 watts. Alors j'ai fait une simulation sur Regressi pour voir ce que ça donne, pour une durée jusqu'à 34 minutes, c'est-à-dire 2000 secondes environ, avec une température ambiante de 20 degrés, les 705 watts de puissance absorbée, notre conductance de 3,6 watts par Kelvin, et notre durée taux de 557 secondes. Donc j'ai la formule, donc θ égale T ambiante plus P absorbé sur K fois 1 moins exponentielle de moins T sur taux en degrés Celsius. Et donc ça me donne ce graphe. Donc on retrouve une courbe en exponentielle qui part de 20 degrés. Et donc on constate que ça monte en effet jusqu'à plus de 210 degrés au bout de 34 minutes. Ce qui est vraiment énorme. Alors, 34 minutes de descente dans ces conditions, ça fait déjà presque 2000 mètres de descente en continu. C'est quand même assez rare. Mais on peut constater
déjà que pour une durée de 500 secondes, par exemple, on a déjà atteint une température de 135 degrés, ce qui est quand même beaucoup, quoi. Donc, qu'est-ce que ça donnerait en termes de pression? Eh bien, il suffit de rajouter, pour une pression, par exemple, de départ de 6 bars, je calcule la pression intérieure en rajoutant le 1 bar de pression atmosphérique, la pression intérieure lors du freinage qui prend en compte la température θ, et je retrouve ma pression relative P2 au cours du temps. Et donc, qu'est-ce que ça me donne au niveau du graphique? Si j'ajoute la courbe en question de P2, voilà, avec les échelles de pression qui sont ici à droite, on a une pression qui démarre à 6 bars, et donc en supposant que ça soit déjà la pression maximale du pneu, ils sont testés pour 50% de plus, c'est-à-dire pour 9 bars. Alors à quel moment on atteindrait les 9 bars? On aurait 9 bars à peu près à cet instant-là, donc aux alentours de 600 secondes justement, donc en une dizaine de minutes de freinage intensif, on arrive à partir de la pression maximale à atteindre 50% supplémentaire, ce qui là est très problématique parce que le pneu risque fort d'éclater, même un pneu neuf, un pneu encore en très bon état, a de fortes chances d'éclater, il n'est pas du tout garanti au-delà de cette pression. Alors en conclusion, on a vu qu'en effet la pression des pneus peut varier en cours de sortie, notamment après une exposition au soleil ou lors d'un freinage prolongé. On peut obtenir dans des cas extrêmes une pression de 50% supérieure à la valeur initiale. Ce qui m'amène au conseil suivant, surtout si vous faites de la montagne, c'est de limiter la pression dans vos pneus à 70 ou 75% de leur pression maximale et d'essayer d'équilibrer le freinage sur les roues avant et arrière. Voilà, sur ce, bonne route!